ça c'est une pièce qui s'appelle Je m'étais changé en saumon affairé à remonter ton silence. C'est un titre que je n'expliquerai pas. J'expliquerai juste la technique. En fait, je suis très attirée par les matières organiques, donc le poil de chevreuil. Et là, il s'agit de peau de saumon. En fait, quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai été chercher un tanneur pour travailler le cuir. Et j'ai trouvé un tanneur de poisson. Et il se trouve que c'est formidable parce que j'ai découvert vraiment ce que c'était que la peau de poisson. Et ça, c'est vraiment un travail sur la mue, le morcellement, l'idée d'un corps éclaté, mais ce qui n'est pas forcément une chose douloureuse. En fait, j'ai trouvé il y a quelques années une peau de serpent, une mue de serpent, que j'avais demandé, je sais pas quoi. Et en fait, ce travail sur la peau perdue et renouvelée m'a vraiment fait réfléchir sur ce qu'était que l'écorce, la carapace, c'est ça, la fragmentation, le morcellement. Et bon, alors ce sont des travaux, comme souvent à partir de mon travail, il y a, au départ il y a un moulage du corps, mais après j'ai vraiment travaillé autant l'intérieur que l'extérieur, parce que je pense que le moulage c'est quand même un peu un danger pour les sculpteurs, parce que ça ne devrait jamais être un alibi à la forme, c'est un outil. Donc pour moi les pièces existent véritablement intérieures et extérieures, elles ont autant d'importance à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai pas nécessairement envie qu'on sache quelle partie du corps c'est, parce qu'ils existent, bon, on les reconnaît pour la plupart, mais bon voilà, ils existent chacun aussi indépendamment comme fragments, et j'aime bien cette idée du morcellement, de l'éclatement du soi parfois, pour retrouver un chemin. Après, pour moi, le titre, il fait plus référence au bélier qu'au saumon, parce que parfois on pousse dans un sens sans lire ce que, là, le silence, par exemple, de quelqu'un ou d'un autre peut avoir à nous dire. Donc, en fait, parfois, on n'est pas capable d'entendre les silences. Et j'aimais bien cette idée, c'est ça, du saumon qui remonte le courant pour retrouver comme ça une espèce de... Bon, après, là, c'est pour la survie de l'espèce, mais en fait, finalement, c'est ça, c'est survivre. Parfois, on est face à des choses comme ça, quoi. Donc, voilà, c'est une pièce très, très récente qui a été réalisée pour l'exposition. Et c'est pas la première fois que j'utilise la peau de saumon, mais quasiment. Et c'est la première fois que je travaille comme ça sur l'éclatement et la fragmentation. Et après, la présentation, elle est aussi très importante parce que voilà, j'aime bien qu'on le lise comme un tout. Voilà. Ça, c'est un travail, c'est une série donc de 4 dessins sur papier Wanzu qui s'appelle Tous les rêves marchent selon la bouche. C'est une phrase que j'ai piquée à Toby Nathan, qui est un ethnopsychiatre, qu'il a lui-même piqué à la Torah, pour décrire le phénomène de la psychanalyse et l'importance des rêves qui se mettent à exister selon qu'on les décrit ou qu'on les... en général, en psychanalyse, on raconte ses rêves et on les déroule, et c'est à travers la parole que les choses parfois nous apparaissent. Donc c'est vraiment un travail alors purement de dessin, c'est assez nouveau pour moi, parce que je suis vraiment normalement dans le volume. Je me suis fait très 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 plaisir, où il y a tout un vocabulaire déployé à l'intérieur de ces dessins qui sont globalement tout à fait, qui est tout à fait en écho avec le reste de mon travail, où il y a des parties de rêve, il y a des parties de texte que j'écris, il y a toujours l'histoire de la peau de serpent qui est quand même assez centrale. Il y a beaucoup les falaises bretonnes, parce que c'est mon quotidien de marcheuse et d'amatrice. Voilà. Après, chacun raconte une histoire, pareil, et il marche comme un tout. Il y a plus à regarder qu'à réfléchir. C'est un travail qui s'appelle... c'est une série de 3 masques en faïence, émaillés juste à l'intérieur, qui s'appelle Derrière le visage. C'est un travail que j'ai fait entièrement pendant le premier confinement, qui prend un peu qui s'inspire un peu des masques, ce qu'on appelait les masques à double entrée qu'on peut trouver dans certaines cultures en Alaska, qui faisait un peu référence à
un temps du mythe, enfin, ce que Claude Lévi-Strauss appelait le temps du mythe, qui était un temps où les créatures, enfin un temps qu'on pourrait dire non référencé dans le temps, mais un peu un temps ancestral, où les créatures, les vivants, quoi, vivantes, étaient indifférenciées les unes des autres, c'est-à-dire que les animaux et les hommes, enfin, c'est une pensée animiste du monde. Et tout mon travail est une idée d'animer le monde et de rendre une âme à peu près à tout. Et l'idée de ces masques à double entrée, c'est qu'en fait, il y a un visage humain à l'intérieur et un masque, évidemment, c'est toute la symbolique des masques et du masque dans le rituel, mais en plus, ça tombe très très bien aujourd'hui parce que vraiment, il y a une véritable mise en abîme aujourd'hui sur parce qu'on est tous masqués. Mais voilà, c'était l'idée d'avoir l'humain à l'intérieur et puis l'extérieur. Donc là, évidemment, c'est une référence au pangolin qui a été détrôné aujourd'hui de sa culpabilité. Ce sont aussi des animaux qu'on pourrait dire un peu totems dans mon travail, puisque là, il y a la louve ours qu'on peut retrouver dans d'autres pièces, bon, avec le poil, l'oiseau. Et puis donc le pangolin que je trouve assez fascinant aussi pour son écorce, parce que alors lui-même il est assez fascinant parce que lui pour broyer les genres, c'est incroyable parce que c'est comme s'il avait une écorce sur lui. Donc voilà, c'était vraiment un travail de double. Donc ça s'appelle derrière le visage, c'est on est tous doubles. Ici, il s'agit d'un travail qui s'appelle Actéon, qui a peut-être 6 ans maintenant. Donc c'est 4 pièces en pierre de talc, qui est une pierre qui se travaille comme le marbre, mais qui est extrêmement tendre. Il y a une carrière en France qui est en Ariège, donc j'allais la chercher à l'époque directement en Ariège. Donc elle est présentée ici dans sa totalité avec une photo qu'on montre pour la première fois, qui est une photo d'un super photographe qui s'appelle Anthony Girardi, qu'on avait fait après une expo, la première fois que cette pièce avait été montée. Donc évidemment, il s'appelle Actéon en référence aux Métamorphoses d'Ovide, qui raconte l'histoire d'un chasseur qui, après une longue chasse, lasse, va marcher loin de ses hommes et de ses chiens et entend un bruit d'eau. Et évidemment, il regarde à travers un buisson ce qu'il n'est pas censé voir, c'est-à-dire Artémis, Diane, en train de se baigner avec ses nymphes, chose qu'on n'est pas censé voir. Ainsi, elle le condamne à se changer en cerf et il finit dévoré par ses chiens. Alors, c'est évidemment un travail sur la métamorphose de l'homme-animal, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de repenser le mythe, qui est évidemment un texte d'homme écrit par un homme, sur un homme, avec des exégèses en général masculines depuis des millénaires. Et ce qui m'intéresse, c'est étonnant parce que là aussi mon regard a changé depuis quelques années, parce que ce qui m'intéressait au départ aussi, c'était l'inversion de la proie et du prédateur. Mais ce qui m'intéresse aussi encore davantage aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le regard d'Actéon signifie. Parce que qu'est-ce qu'il voit dans la nudité de Diane? Qu'est-ce qu'on a le droit de voir? Et qu'est-ce que ne dit pas le texte? Parce que dans la métamorphose, ce regard, il est très court. Mais en fait, parce qu'on pense dans une culture machiste et paternaliste, mais en fait aussi totalement dans la culture du viol. C'est-à-dire qu'en fait, ce regard, il peut être bien plus offensif que juste un regard. Et donc le courroux de Diane pourrait être totalement différent que juste voir un dieu qu'on n'est pas censé voir, comme Galatée, qui voit Jupiter et qui devient aveugle, parce qu'effectivement, on n'est pas censé voir une certaine forme de divinité. Mais le texte est extrêmement évasif et allusif sur la portée de ce regard et la charge de ce regard. Et moi, ça m'intéresse de me questionner là-dessus, parce que, effectivement, l'histoire nous fascine, comme toutes les métamorphoses d'Ovide, parce qu'il y a ce récit métamorphique de l'homme en animal, et de là aussi un rapport animiste aux choses. Mais voilà, moi je m'interroge juste sur le poids de ce regard et sur notre axe de lecture de ces récits qui continuent à être opérants et fascinants, parce que je continue à les lire, mais en les questionnant avec un regard féminin.
Et en fait, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mon propos, c'est de féminiser le propos. De même que j'essaye de conjuguer le poil au féminin, et ben on va conjuguer le regard masculin au féminin. Voilà. Alors cette pièce, elle s'appelle Ava. Il y a très peu de choses à dire, mais c'est une femme poilue. Alors ici, c'est du poil de renne, un vrai renne de Laponie, voilà, qui est venu directement de Laponie. Donc latex et poil de renne. Et c'est juste une référence à ce... Alors là, c'est direct à la Genèse, parce qu'en fait, il y a plein de nouvelles traductions qui réfléchissent sur l'Adam premier, avant Ève, qui était hermaphrodite en fait. Donc en fait, moi je féminise totalement le premier Adam, qui pourrait s'appeler autant Adam que Ava, qui est donc Ève. Et c'est une réflexion là-dessus aussi, parce que la traduction aujourd'hui de la côte d'Adam, il y a quand même plein d'exégèses nouvelles qui traduisent la côte par le côté. Et voilà, donc c'est juste une... moi je trouve que c'est plutôt mieux de dire le côté que la côte. Donc voilà, c'était une réflexion là-dessus. J'aime bien penser à Ava poilue.